L'autre jour, quelqu'un que j'aime bien, qui s'appelle Philippe Gavy, vous savez, qui est un des responsables de Libération, me disait, au fond, il y a quelque chose de curieux, c'est qu'en mai 68, il y a tout de même eu une grande révolte contre le savoir. Et ça a été l'insurrection du non-savoir. Et moi, je lui ai répondu, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je crois même qu'il s'agit du contraire. Ça a été une révolte contre un certain savoir, qui était au fond en lui-même une interdiction de connaître un certain nombre de choses. C'est fou tout de même ce que l'enseignement, l'éducation, le savoir statutaire et institutionnel avant mai 68 était squelettique. Il fallait voir ce qu'on apprenait dans les universités. C'était moins que rien. Et en fait, ce que mai 68 a produit, ça a été, je crois, beaucoup plutôt une espèce de grande ouverture, écroulement des murs, destruction des interdits, mise entre parenthèses des barrières, et puis invasion par un nouveau type de savoir, de nouveaux contenus de savoir. Et ce qui fait que moi, je me sens pas trop mal à l'aise dans tout ça, c'est que je me suis toujours intéressé un petit peu au bas-côté, ou si vous voulez, au bas-fond. Fouilleur de bas-fond, disait Nietzsche. Bah, c'est un peu ça que je suis. Alors voilà, c'est trop occupé de la folie, mais de la folie même pas dans son sens noble. Non pas la folie dans son grand affrontement avec la raison, mais la folie quotidienne dans la manière dont elle est captée, disquée. Les choses dont je me suis occupé depuis 15 ou 20 ans sont finalement celles qui maintenant remontent à la surface. J'étais dans ma cloche au fond de l'océan. Vous étiez en avance. En avance, non, j'étais en dessous. J'étais en dessous. Je me fais un peu l'effet du type qui aurait fait la plongée, qui était dans sa cloche entre sable et rocher. Et puis voilà que maintenant, la mer, les bas-fonds remontent. Et j'ai eu, pendant quelques années, le privilège d'enseigner en Tunisie. Et là, j'ai eu devant moi, comme auditeur, comme étudiant, des gens qui avaient passé leur enfance dans un milieu réellement analphabète. Les parents ne savaient ni lire ni écrire, il n'y avait pas de livres dans la maison, il n'y avait même pas l'électricité, il n'était donc même pas question de travailler chez soi. Eh bien, ce que c'est que l'accès, disons, au savoir, pour des gens comme ça, nous ne pouvons pas le concevoir, nous qui avons toujours été nourris à ce petit savoir concurrentiel. Mais que pensez-vous par exemple de ces enfants qui étaient doués et qui auraient pu faire une grande marche dans la vie, qui ensuite se sont arrêtés parce que, je pense aux paysans, ils ont été obligés de garder leur ferme, ou la ferme de leurs parents, ou je pense à des ouvriers parce qu'ils ont dû aller à l'usine. Moi, je dirais, mais vous les retrouvez précisément avec une intelligence vive, tranchante, non captée par l'institution, non prise dans les canaux ordinaires du qui, justement, au moment où quelque chose se passe, une grève, un conflit, etc., se lèvent et puis font la juste analyse, donnent la vraie consigne, proposent la vraie vision des choses, une espèce d'intelligence tranchante. Mais bien sûr, supposer qu'ils aient eu la chance par le système des bourses ou que sais-je, de faire des études, bon, ils seraient comme moi, prof. J'enseigne dans un endroit, je fais des cours dans un endroit très particulier, qui a pour fonction justement de ne pas enseigner. Et quel collège de France. Oui, et ce qui me plaît justement là-bas, c'est que je n'ai pas l'impression d'enseigner, c'est-à-dire d'exercer par rapport à mon auditoire un rapport de pouvoir. L'enseignant, c'est celui qui dit, écoutez, voilà, il y a un certain nombre de choses que vous ne savez pas, mais que vous devriez savoir. Ça comporte donc une première étape qui est celle que j'appellerais de la culpabilisation, si vous voulez. Bon, deuxièmement, ces choses que vous devez savoir, moi je les sais et je vais vous les apprendre. Et c'est le stade de l'obligation. Et puis, quand je vous les aurai enseignés, il faudra que vous les sachiez, et je vérifierai si vous les savez. Vérification. Enfin bon, toute une série de rapports de pouvoir qui sont mêlés à l'enseignement. Là, vous comprenez, au Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent. N'importe qui. Ça peut être un colonel en retraite, mais ça peut être un lycéen de 14 ans. Si ça l'intéresse, il vient. Si ça l'intéresse pas, il vient pas. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne, qui vient, et puis qui raconte comme ça, finalement, son il passe travail. L'examen, il passe un examen. C'est son travail, il est payé pour travailler à longueur d'année, et puis 12 fois par an,
il vient donner en quelque sorte, dresser le bilan de son travail, le présenter à un auditoire, et puis c'est à l'auditoire de dire ou de montrer s'il est intéressé ou pas. En tout cas, moi, quand je vais faire mes cours au collège, j'ai le trac. J'ai le trac absolument comme quand je passais des examens, parce que j'ai l'impression le savoir est tout de même profondément lié au plaisir. Enfin, qu'il y a certainement une façon d'érotiser le savoir, de rendre le savoir hautement agréable. Et ça, que l'enseignement ne soit pas capable même de révéler cela, que l'enseignement ait presque pour fonction de montrer combien le savoir est déplaisant, triste, gris, peu érotique. Moi, je trouve que c'est un tour de force. Mais ce tour de force, il a certainement sa raison d'être. Il faudrait savoir pourquoi est-ce que notre société a tellement d'intérêt à montrer que le savoir est triste. Peut-être précisément à cause du nombre de gens qui sont exclus de ce savoir. Imaginez déjà ce que pèse le mot « savoir ». Oui. Lorsqu'on dit « savoir », c'est joli, mais lorsqu'on dit « le savoir ». Oui, c'est ça. Le besoin de connaître, c'est déjà... Les savoirs. Mais moi, je pense, n'est-ce pas, imaginez que les gens aient une frénésie de savoir, comme ils ont une frénésie de faire l'amour. Eh bien, vous imaginez le nombre de gens qui se bousculeraient à la porte des écoles? Ben, ça serait le désastre social total. Il faut bien, si l'on veut restreindre au maximum le nombre de gens qui ont accès au savoir, le présenter sous cette forme parfaitement rébarbative et ne contraindre les gens au savoir que par des gratifications annexes sociales qui sont précisément la concurrence ou les hauts salaires en fin de course, etc. Mais je crois qu'il... Moi, je crois que les parents donnent en effet aux enfants une véritable angoisse devant le savoir par l'intérêt même qu'ils portent au savoir de leurs enfants. Car dans ce savoir des enfants, ils y mettent leur propre gloire à eux, bien sûr, ils y mettent leur sacrifice, ils y mettent leur propre projet d'avenir, ils y mettent leur revanche également. Enfin, je crois que la pression que les parents exercent sur les enfants pour qu'ils sachent, cette pression est très chargée d'angoisse. Et les enfants éprouvent, en général, cette angoisse. Les enfants perçoivent, de façon générale, très rapidement, l'angoisse des adultes. C'est la chose, sans doute, qu'ils déchiffrent le mieux. Et je crois que ça pèse négativement, d'une façon très lourde. Il faut une sanction, tout de même, et cette sanction, c'est le diplôme. Et comment faire autrement ? Bon, vous savez, le diplôme, ça sert simplement à constituer une espèce de valeur marchande du savoir. Ça permet également de faire croire à ceux qui n'ont pas le diplôme qu'ils ne sont pas en droit de savoir et qu'ils ne seraient pas capables de savoir. Tous les gens qui passent un diplôme savent pratiquement que ça ne sert à rien, qu'il n'y a pas de contenu, que c'est vide. Mais ceux qui n'ont pas passé le diplôme, c'est ceux-là qui donne un sens plein au diplôme. Et le diplôme, moi je crois, il est fait précisément pour ceux qui ne l'ont pas. Si vous n'aviez pas de diplôme, Michel Foucault, occuperiez-vous les places que vous occupez? Bon, évidemment... Non, car vous n'auriez pas été accueilli. Bien sûr. En principe, au Collège de France, on peut être professeur même si on n'a pas le bachot. Au Collège de France, oui. Mais c'est absolument vain de dire cela, parce qu'en fait, comme vous le dites très bien, si j'avais pas de diplôme, eh bien, mon premier éditeur n'aurait pas accueilli mon premier livre. Et puis, etc. On peut remonter indéfiniment, et puis je n'aurais même eu aucune possibilité d'accéder même aux matériaux que j'ai pu brasser pour écrire mes livres, etc. Vous avez toujours dit, et dès le départ, qu'il fallait s'interdire de penser en termes de bien et de mal. Aujourd'hui, où en êtes-vous de cette maxime? Elle est plus valable qu'autrefois? Tous les gens qui disent qu'il ne faut pas penser en termes de bien et de mal pensent eux-mêmes profondément en termes de bien et de mal. Oui. Nietzsche, bien sûr. Heureusement, il nous donne cet exemple. Qui, plus que Nietzsche, a dit ce qui était bien et dit ce qui était mal. De juste ou d'injuste, de vrai ou de faux, enfin, etc. Pas de manichéisme. Vouloir ne pas penser en termes de bien et de mal, c'est vouloir ne pas penser dans les termes actuels de ce bien-ci et ce mal-là. Voilà. C'est-à-dire déplacer la frontière, la rendre... Pas simplement la déplacer pour la poser ailleurs, mais la rendre incertaine, l'inquiéter, la rendre fragile, permettre les passages, les osmoses, les transits. C'est cela, je crois, qui est important. Bon, ce n'est pas du tout que j'ai l'intention d'être lu par des centaines de milliers de personnes, c'est pas ça le problème. Je voudrais simplement que quand on me fait
bon, l'honneur, le plaisir, etc., de me lire, eh bien, on ne s'ennuie pas trop. C'est-à-dire, premièrement, qu'on comprenne exactement ce que je veux dire. Et je préfère, à la limite, en dire un petit peu moins que de dire quelque chose qui serait exactement ce que je voudrais dire, mais qui se trouverait n'être pas accessible pour telle ou telle raison au public. Et puis, je voudrais que les gens aient plaisir à me lire. Alors souvent, les gens me disent « Oh, bah, vous faites des préciosités, vous écrivez avec une plume un peu entortillée, un peu précieuse, un peu baroque, bon, tant pis pour moi. » Mais je ne nie pas que je veuille le faire. Enfin, je ne nie pas que je voudrais écrire de telle manière que les gens, en lisant, éprouvent un espèce de plaisir physique. Je dirais que, vous savez, vous êtes plus jeune que moi, vous n'avez peut-être pas été, comme je l'ai été au moment de mon adolescence, impressionné par un livre qui était le jeu de perles de verre, qui est tout de même la grande épopée ou la grande mythologie de l'intellectuel du XXe siècle. Voilà, on est dans le jeu. Le problème, c'est de faire fonctionner ce jeu, savoir où on le fait fonctionner, sur quoi on l'articule, et si effectivement le jeu purement ludique, auquel finalement on est voué, peut tout de même communiquer avec un certain nombre de processus extérieurs au jeu, processus sérieux, processus historiques. Voilà. Bon, il s'est trouvé que pour des raisons biographiques, peut-être pas la nécessaire, j'ai connu ce que c'était qu'un asile, j'ai entendu ces voix-là, et j'ai été, je crois, comme quiconque, bouleversé par ces voix. Je dis quiconque, j'allais dire, à l'exception des médecins. Et quand je dis à l'exception des médecins et des psychiatres, c'est pas du tout par agressivité contre eux. Je veux dire que leur fonctionnement statutaire filtre tellement ce qu'il peut y avoir de cri dans la parole d'un fou qu'ils n'entendent plus que la part intelligible ou inintelligible du discours. La forme cri, leur est devenue inaccessible. C'est là, à partir de l'asile, que m'est apparu un espèce de problème qui n'a pas cessé de me hanter, qui est, si vous voulez, le problème du pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'est pas vrai que la connaissance puisse fonctionner, ou si vous voulez, que l'on puisse découvrir la vérité, la réalité, l'objectivité des choses, sans mettre en jeu un certain pouvoir, une certaine forme de domination, une certaine forme d'assujettissement. Bon. Connaître et assujettir, savoir et commander, ce sont des choses qui sont intimement liées. Et si vous voulez, je l'ai découvert à l'état pur dans l'asile, où là, le savoir médical, la connaissance apparemment sereine et spéculative du psychiatre est absolument indissociable d'un pouvoir extraordinairement méticuleux, savamment hiérarchisé, qui se déploie. Maintenant, voyez-vous, c'est une chose qui est connue absolument de tout le monde. Il n'y a plus qu'une arrière-garde de psychiatre à ne pas savoir quelle somme de souffrance ou de révolte porte le savoir-pouvoir qu'ils font régner à l'asile. Le mot que je redoute, moi, c'est malade mental. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce personnage indécis dont on riait, qu'on excluait, qu'on disqualifiait, mais à la limite, si vous voulez, qu'on acceptait, qui faisait partie du plasma social, à partir du moment où cet individu a reçu un statut précis, il est devenu le malade. Et en tant que malade, il doit être respecté, mais en tant que malade, il doit aussi tomber sous un pouvoir qui est le pouvoir canonique et institutionnel du médecin. Et c'est là, c'est si vous voulez, le passage du fou au malade, qui est apparemment une requalification, mais qui, à un autre niveau, est une prise de pouvoir. C'est cela qui m'a intéressé. M'intéresse beaucoup plus ces fragments de savoir que l'on peut faire réémerger, auxquels on peut donner un sens politique actuel, que l'on peut faire fonctionner comme des armes. Un savoir qui serait en même temps une stratégie, un savoir qui serait en même temps une armure ou une arme offensive, c'est ça qui m'intéresse. La synthèse, reconstituer, si vous voulez, l'histoire de l'Occident, ou en décrire la courbe, ou en fixer le destin, bon ce n'est pas des choses qui m'intéressent. Mais qu'est-ce qui, finalement, dans le creux de notre histoire, dans la nuit des souvenirs historiques oubliés, peut-être maintenant repris, récupéré, tiré au jour et utilisé, ensemble complexe constitué par une maladie
forme de maladie considérée comme maladie mentale. Une catégorie de médecins appelés psychiatres, une série d'institutions dans lesquelles vous trouvez, bien sûr, les asiles, mais aussi les instituts médico-psychologiques, mais aussi les cabinets de psychanalystes, mais aussi les cabinets de psychiatres, etc. C'est tout cet ensemble que j'appelle en gros la naissance de la maladie mentale. C'est de la folie comme institution, si vous voulez, dans notre société. Alors faut-il tous ces établissements? Faut-il tous ces établissements? Il faut croire que ils ont été considérés comme nécessaires par notre société, parce que vous voyez quelle extension ils ont. Et ce n'est pas tellement... Bon, au départ, je me suis intéressé à l'asile, à ces hauts murs, à ces espaces tout de même très effrayants qui sont là, en général, à côté des prisons, au cœur ou à la limite des villes. Espaces infranchissables, espaces trous dans lesquels on entre mais dont on sort beaucoup plus rarement, et dans lesquels règne donc ce pouvoir sans doute attentif, sans doute méticuleux, sans doute garanti par la science entre guillemets, mais enfin qui représente tout de même, par rapport aux normes, règles du fonctionnement social général, d'extraordinaires exceptions. Bon. Alors j'ai commencé par m'intéresser à cela. Puis finalement, ce pouvoir psychiatrique, si vous voulez qu'on l'appelle comme ça, pouvoir psychiatrique, est-ce que ça perfidie? Enfin, est-ce qu'il n'est pas d'autant plus puissant qu'il est plus insidieux? C'est-à-dire au moment où vous le rencontrez ailleurs que dans son lieu de naissance, lorsqu'il apparaît fonctionnant non pas dans son domaine normal d'ingérence qui est la maladie mentale, mais partout ailleurs. Le psychiatre à l'école, qui justement, lorsque un petit garçon ne réussit pas très bien ses examens, eh bien, vient fourrer son nez et dit « Mais enfin, qu'est-ce qui se passe là-dessous ? Quel est le drame affectif? Quel est le problème familial? Quel est l'arrêt de développement psychophysiologique, psychoneurologique qui est à l'origine de cela ?» Bon, alors vous rencontrez le psychiatre. Problème sexuel de l'adolescent, qu'est-ce que fait la famille? Il envoie au psychiatre ou il envoie au psychanalyste. Un garçon commet un acte délictueux en prison, examen psychologique, il passe aux assises, examen psychiatrique obligatoire, etc. Alors la question posée, c'est peut-être sommes-nous tous fous? Non, le problème posé, c'est est-ce que tous les pouvoirs ne sont pas actuellement liés à un pouvoir particulier qui est celui de normalisation? Enfin, je veux dire, est-ce que le pouvoir de normalisation, les techniques de normalisation ne sont pas, à l'heure actuelle, une sorte d'instrument général que vous trouvez un peu partout, dans l'institution scolaire, dans l'institution pénale, dans les ateliers, dans les usines, dans les administrations, comme sorte d'instrument général et généralement accepté parce que scientifique, qui va permettre de dominer et d'assujettir les individus. Autrement dit, la psychiatrie comme instrument général d'assujettissement et de normalisation des individus. Voilà un petit peu mon problème. Michel Foucault, il y a un autre travail où vous êtes penché. Ce qui me paraît assez caractéristique de notre société, c'est la surveillance. Pour ça qu'à vrai dire, j'aurais dû appeler mon livre « Punir et surveiller ». La surveillance étant curieusement une des manières, je ne dis pas exactement de punir, mais de faire fonctionner le pouvoir punitif. Bon, parce que il me semble que dans la société, même encore au XVIIIe siècle, le nombre de gens qui échappaient effectivement aux lois sous le coup desquelles normalement ils auraient pu tomber était immense. Le pouvoir pénal, le pouvoir de punir, était un pouvoir discontinu, lacunaire, plein d'alvéoles, plein de trous. Ce qui explique d'ailleurs que lorsque, effectivement, on s'emparait d'un criminel, eh bien, les peines que l'on imposait étaient formidables. D'autant plus formidables que, justement, les autres couraient et qu'il fallait, comme on disait, faire exemple. L'effroi de la terreur devait compenser la discontinuité de la punition. Et il me semble qu'à partir de la fin du XVIIIe, début du XIXe, on a cherché à avoir un pouvoir punitif. Il y a toujours le pouvoir dans ce que vous faites. Oui, et oui, toujours. Pouvoir punitif qui pouvait être plus doux. En effet, c'est maintenant qu'on a une très très grande difficulté à punir. Autrefois, ça ne faisait aucun problème. Non, on ne se gênait pas autrefois. Ni moral, ni politique.
à punir. En revanche, maintenant, un magistrat, bien sûr, les juges ils punissent lourdement. Bon, mais si vous essayez de leur demander pourquoi ils punissent, comment ils justifient le fait de punir, c'est rarement justement en termes de châtiment, c'est jamais en termes d'expiation qu'ils vont vous l'expliquer. Ils vont vous dire que s'ils punissent, c'est finalement, bien sûr, pour faire exemple, mais surtout pour corriger, pour améliorer. Ils se prennent pour des techniciens du comportement, en quelque sorte. Le comportement de l'individu puni, qui, en principe, doit, au terme de sa punition, être amélioré. Correction également du comportement des autres, qui, par cet exemple, doivent comprendre que leur intérêt n'est pas de commettre une action de ce genre. Donc, le magistrat n'est pas, si vous voulez, l'agent de la souveraineté, du souverain qui fait expier un crime. Il est le technicien du comportement qui doit mesurer la peine. Il est absolument certain que si, au fond, on laissait, les choses étant ce qu'elles sont, et la société étant ce qu'elle est, si on laissait en quelque sorte les punitions au libre arbitre et à la libre volonté de ce qu'on appelle l'opinion, ça serait, je crois, terrible. Ça serait terrible. Moi, j'ai un souvenir précis, purement anecdotique, si vous voulez, mais il y a eu un meeting il y a 2, 3 ou 4 ans, je crois, à la porte de Versailles, à propos de la peine de mort. Et j'y suis allé avec un certain nombre d'amis à moi, dont la plupart sortaient de prison. Et on a été prendre un verre avant le meeting dans des cafés. Et on a interrogé comme ça les patrons de café, les serveurs, les filles qui étaient là. Et la réponse, enfin, ils ont parlé du meeting et tous ont dit un meeting contre la peine de mort. Mais enfin, tous ces gens qui prennent leur sac à main aux petites vieilles, tout cela, il faudrait les guillotiner. La mort pour tout le monde. Alors, je crois que très profondément, si vous voulez, on peut dire, je crois ceci, c'est que le système pénal tel qu'il fonctionne n'est absolument pas accepté. Il n'est accepté par aucun bout, je dirais. Il n'est ni accepté par ceux sur qui il pèse, mais il n'est pas accepté non plus par les autres. C'est vraiment un appareil administratif que la conscience sociale n'a absolument pas intégré et assimilé depuis 150 ans, 175 ans maintenant qu'il existe. Oui, mais Michel Foucault, depuis le supplice de Damien le régicide, il y a tout de même progrès, et grand progrès. Bien sûr, bien sûr. Vous voulez me faire dire qu'on ne supplicie plus maintenant? Eh oui, on ne supplicie plus maintenant. C'est vrai, on ne supplicie plus dans le système pénal. Mais enfin, vous savez bien que les supplices se sont déplacés maintenant. Et que la police, qui est également une institution nouvelle, qui date justement du moment où les supplices ont disparu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la consigne a été non plus quelques grands supplices éclatants, et puis ma foi, les autres criminels, on les laisse courir, mais qu'elle a été tout le monde doit effectivement être puni de façon systématique, que chaque crime soit effectivement puni. À partir de ce moment-là, il a fallu que la justice se double d'une institution nouvelle qui a été la police. Or, la police, elle, pour savoir la vérité, vous savez parfaitement qu'elle utilise, et de plus en plus, des moyens qui sont des moyens violents. La police supplicie. L'armée, quand elle fait des tâches de police, comme ça a été le cas en Algérie, sous le commandement de Massu ou de l'actuel ministre Bijard, l'armée a effectivement supplicié. Donc vous avez eu un déplacement fonctionnel du supplice, vous n'avez pas eu disparition du supplice dans notre société. Il faut bien reconnaître également, Michel Foucault, que l'Occident n'a pas le privilège, bien sûr que non, de la Sibérie à la Chine, en passant par beaucoup d'autres pays. Donc la punition, alors on pourrait poser cette question, à certains cas, la punition serait-elle exemplaire ? Parce qu'on punissait de tous les côtés. Vous parlez de l'Algérie, de l'autre côté, ça n'était pas mieux. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir justement que cette mécanique constituée par la surveillance, le quadrillage social menu, l'emprisonnement, soit dans des maisons de détention, soit dans des camps de travail, etc. Cette formule,
a été finalement et est actuellement reprise dans tous les contextes politiques et sociaux. Ça a été une si formidable invention et si merveilleuse qu'elle s'est répandue presque comme la machine à vapeur. Et on pourrait parfaitement suivre l'histoire, le développement historico-géographique de cette institution d'enfermement punitif qui est née, en effet, lorsque les gens sont attaqués, lorsqu'on vient leur prendre leur argent ou lorsqu'on vient buter un membre de leur famille, il est absolument évident que les gens demandent quelque chose, eh bien, que Nietzsche appellerait la vengeance. Mais ce qui n'est pas admis, et ce qui reste, si vous voulez, pour les gens comme une abstraction difficile à supporter, c'est que ce besoin de vengeance a en quelque sorte été confisqué par une forme de pouvoir politique et que tout le système pénal est maintenant greffé sur une forme générale de contrôle politique qui pèse sur l'ensemble de la société. Et c'est ça que ce besoin de réponse, ce besoin de vengeance, enfin si vous voulez, ce besoin de lutte contre celui qui vous a attaqué, ait été ainsi transféré à une institution sociale. Il me semble qu'il y a eu, depuis le début du XIXe siècle, toute une littérature que j'appellerais comme ça hâtivement bourgeoise, d'éloge du crime, une sorte d'esthétique du crime, l'assassinat considéré comme un délit. Et je pense que ça faisait partie justement du système de contrôle et d'oppression générale que cette littérature. Il me semble aussi, et c'est important, que la société moderne, la société du XIXe siècle, est arrivée à organiser véritablement et à aménager comme une plage libre pour la délinquance. Parce que les délinquants, finalement, c'est utile dans la société. Ça sert à tout un tas de choses. Et dans cette mesure-là, il y a eu une véritable tolérance de fait pour la délinquance, ou du moins pour certaines formes d'illégalisme. Donc mon livre ne doit pas être du tout considéré comme vous l'en dites. Je voudrais montrer que la manière dont on punit est actuellement liée très étroitement à une certaine forme de pouvoir et de contrôle politique qu'on trouve dans les sociétés capitalistes et aussi dans les sociétés socialistes. Et c'est ce qui fait que les gens, que ce soit dans les premières ou dans les secondes de ces sociétés, les gens ne supportent pas, ne comprennent pas, n'adhèrent pas profondément à ce système de punition. Bien que eux-mêmes souhaitent effectivement que des gens soient punis lorsqu'ils font un certain nombre de choses. Parce que mettre du sel sur des plaies déjà béantes, non pas tuer mais écarteler, ça veut sans doute dire quelque chose. Bien sûr. Alors, là encore, comme... Est-ce de l'ignorance? Ah non, c'était pas de l'ignorance. C'était au contraire un rituel très très précis. Le rituel du bourreau. Qui était lié à une autre forme de pouvoir politique. C'était le pouvoir politique exercé au nom du souverain et autour, en quelque sorte, de la personne et comme de la personne physique du souverain. Et dans les monarchies de la fin du Moyen-Âge, XVIIe, XVIIIe siècle, tout individu qui enfreignait une loi atteignait la volonté du souverain, puisque la loi, c'était la volonté du souverain. Donc, il y avait un petit régicide au cœur du moindre des criminels. Et je crois qu'il faut considérer la grande cérémonie du supplice comme une sorte de rituel politique. Le couronnement du roi, c'était un rituel politique. Son entrée dans une ville, c'était aussi un rituel politique. Eh bien, les supplices, c'était une sorte de rituel politique beaucoup plus quotidien qui consistait à manifester la force physique, matérielle du roi dans tout son éclat et dans toute sa violence. Et le corps du supplicié devait montrer par ses plaies, les cris du supplicié devaient, dans ses hurlements, manifester la force éclatante du souverain. Mais Michel Foucault, si je vous comprends bien, je vous ai bien écouté, la punition, en fait, c'est... Les rapports entre individus sont, je ne dirais pas avant tout, mais sont en tout cas aussi des rapports de pouvoir. Et je crois, si vous voulez, s'il y a quelque chose de polémique dans ce que j'ai pu dire ou écrire, c'est simplement ceci, c'est que d'un côté comme de l'autre, on est, je crois, trop souvent amené à
On a été trop souvent amené à ne pas tenir compte de l'existence de ces rapports de pouvoir. Quand je dis d'un côté et de l'autre, voici à quoi précisément je pense. Vous aviez, si vous voulez, la philosophie traditionnelle, universitaire, spiritualiste, enfin comme vous voudrez, dans laquelle les relations entre individus étaient essentiellement considérées comme relations de compréhension, relations, si vous voulez, de type dialogue, de type verbal, de type discursif. On se comprend ou on ne se comprend pas. Bon. Et puis, vous avez l'analyse de type marxiste qui essaie de définir les relations entre les gens essentiellement à partir des rapports de production. Bon. Que les relations économiques ou les relations discursives, des relations de pouvoir qui trament absolument notre existence. Quand on fait l'amour, eh bien, on met en jeu des relations de pouvoir. Ne pas tenir compte de ces relations de pouvoir, les ignorer, les laisser jouer à l'état sauvage, ou les laisser, au contraire, confisquer par un pouvoir étatique ou un pouvoir de classe, c'est ça, je crois, qu'il faut essayer d'éviter. En tout cas, c'est contre cela qu'il faut polémiquer. Faire apparaître les relations de pouvoir, c'est essayer, dans mon esprit en tout cas, de les remettre en quelque sorte entre les mains de ceux qui les exercent. Mais dans une société, l'équilibre est rétabli par qui? Par le dominateur ou par le dominé? Vous savez, les relations de pouvoir sont des relations stratégiques, c'est-à-dire que chaque fois que l'un fait quelque chose, l'autre fait en face de cela, déploie une conduite, un comportement qui le contre-investit, tâche d'y échapper, biaise, prend appui sur l'attaque elle-même, etc. Donc rien n'est jamais stable dans ces relations de pouvoir. Mais vous, Michel Foucault, vous faites terriblement confiance aux âmes. Vous estimez que l'homme... Je dirais, devenir meilleur, peut-être pas. Il doit pouvoir être plus heureux. Il doit pouvoir majorer la quantité de plaisir dont il est capable dans son existence. Après tout, on n'a pas tellement de plaisir dans son existence. Et il faut le chercher bien loin. Et le diagnostic, si vous entendez diagnostic, par diagnostic la description que l'on peut faire de la situation actuelle, je dirais que oui, je suis pessimiste, mais il faut être pessimiste dans la mesure où il faut éventuellement noircir les choses pour rendre justement les tâches plus urgentes et les possibilités futures plus vives et plus... J'aurais la vanité de dire que les choses qui se passent et auxquelles j'ai essayé d'une manière ou d'une autre de me mêler sont, je crois, assez importantes. Moi, je me souviens quand on a commencé à s'occuper de la folie vers les années 1960, vous savez, on était un peu seuls. On était un peu seuls qui, effectivement, considérait que le pouvoir psychiatrique était quelque chose qui nous menaçait, même nous, gens normaux, dans notre existence quotidienne. Il y en avait très peu. Mon livre, vous savez par qui il a été retenu en France? Par Maurice Blanchot, par Barthes. Il n'y a pas eu un psychiatre pour s'y intéresser. Il y en a eu un jour qui s'est levé au cours d'une émission de radio pour me dire « Vous n'avez pas le droit de parler, vous n'êtes pas médecin ». C'était le docteur Baruch. Les marxistes, il n'y en a pas un qui a parlé de ce que j'essayais de faire sur la psychiatrie, sur la médecine. Pensez, quand on s'occupait de la plus-value, est-ce qu'on allait s'occuper de quelque chose d'aussi infime que la maladie mentale, la folie, etc. On se préoccupait de savoir si on pouvait utiliser Pavlov et les réflexes conditionnés en psychiatrie. Ça, c'était leur problème. Mais bon. Alors, si vous voulez, c'était des choses qui, à ce moment-là, étaient peu importantes. Et finalement, ça a été les antipsychiatres anglais, Laing et Cooper, qui ont effectivement fait passer dans l'actualité le problème de la psychiatrie. Puis ça a été les mouvements politiques d'avant mai 68 et surtout d'après mai 68. Alors là, je crois que cette lutte contre la psychiatrisation de notre existence